Cette diapositive, en fait, résume pas mal tout ce qu'il y a dans votre cerveau, en fait. Donc, comme on le disait tantôt, l'encéphale, c'est quoi? C'est 4 choses. Hein? On va parler du cervelet, parler du diencéphale éventuellement dans la capsule. Donc, diencéphale, cervelet, le tronc cérébral qu'on verra plus tard aussi vers la fin de la capsule. Et quatrième partie, les hémisphères cérébraux ou le cerveau, qui est composé évidemment des deux hémisphères droite et gauche. Et cette image-là, comme je vous disais en début de capsule, c'est important de toujours se situer dans quelle partie de l'encéphale. Mais là, ce que je suis en train de vous expliquer pour cette diapo-là et les prochaines qui vont suivre, c'est ce qu'il y a dans le cerveau. Et en fait, souvent on dit que le cerveau c'est extrêmement complexe et tout, beaucoup de parties, il y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend encore difficilement en 2020, puis vous avez bien raison. Sauf que, si on veut vraiment simplifier, le cerveau est illustré ici. Il n'y a pas d'autre chose. Okay? Et vous commencez à me connaître, donc dans mes cours, dans mes capsules, on commence toujours de la même manière, de façon très simple, puis ensuite on complexifie au fur et à mesure que vous progressez dans le cours. Donc c'est la même chose, je commence simple avec cette diapo-là, donc blanc, gris. Hein? Vous avez vu qu'il y a de la substance blanche et grise il n'y a pas si longtemps. Donc en fait, cette substance blanche au niveau du cerveau, des deux hémisphères, se divise en 3 types d'axones. Hein? On se souvient que la substance blanche, c'est des axones avec myéline. Donc ici, la substance blanche, en fait, on se souvient, c'est une fonction de conduction. Donc, c'est la partie conductrice au niveau de votre cerveau. Donc, on transporte, on déplace les influx nerveux et on divise tout ça en 3 types d'axones. Et si on parle de neurofibres, c'est correct, mais depuis le début de la session, je parle d'axones, donc je vais être consistant avec moi-même. Et pour souci de cohérence, on continue à parler d'axones. Donc, tu as des axones associatifs, commissurales et de projection. Je vais tout distinguer ça dans quelques secondes. Donc, ça, ces 3 sortes d'axones-là vont constituer la substance blanche de ton cerveau. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, le reste, c'est de la substance grise qui contient les corps cellulaires. Donc, c'est pas très clair sur la diapo ici, mais ça va de soi. Et si c'est pas clair pour vous, vous le rajoutez dans vos notes. Le cortex cérébral, c'est de la substance grise, donc c'est les corps cellulaires des différents neurones. Donc, ici, on est plus dans la fonction d'analyse, d'intégration. Toutes vos capacités cognitives, intellectuelles, émotives sont associées à la substance grise, plus particulièrement aux neurones, corps cellulaires qui font partie de ce qu'on appelle le cortex cérébral. Hein. Cortex réfère toujours à surface. Donc, tantôt, je vous l'ai montré, au niveau du cerveau, la substance grise est à la surface, alors que la substance blanche est plus au centre. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cortex ici. Et les noyaux basaux, c'est un peu comme un élément un peu à part, entre guillemets. Des noyaux basaux, on verra, il y en a environ 6, mais il y en a 2 surtout qu'on va discuter dans le cours. Pour l'instant, tout ce que je vous demande de retenir, c'est que c'est aussi de la substance grise. Mais ils ne sont pas au niveau du cortex, ils sont plutôt au niveau central. En fait, ils vont se mélanger un petit peu au centre du cerveau avec la substance blanche. Mais c'est de la substance grise quand même, on verra sur le dessin tantôt. Donc, c'est aussi des corps cellulaires et ils ont des fonctions très spécifiques en fait. On les verra éventuellement, ceux qui sont plus importants, mais les fonctions peuvent être très très variables. Ils peuvent avoir un rôle dans les mouvements musculaires, certaines émotions, plein de choses. On verra ça quand ce sera le temps. Donc pour l'instant, simplement distinguer, ok, cerveau, il y a du blanc, il y a du gris, substance blanche et des axones avec différentes fonctions, cortex cérébral, noyaux basaux, substance grise, et on verra éventuellement leurs fonctions aussi. Avant d'entrer en détail dans ces fonctions-là, je vais quand même prendre quelques minutes pour vous donner des fonctions générales, pour que vous ayez une petite idée de chacune de ces parties-là. Et ensuite, l'essentiel de mon travail, ce sera de poursuivre et reprendre ces idées-là et de les pousser davantage. Donc, c'est un peu ce qui va venir par la suite. Je commence avec la substance blanche. Donc, c'est certainement le plus simple parce qu'elles ont un point commun, ces différents types d'axones. Elles conduisent des influx nerveux. Mais on va les distinguer au niveau de votre cerveau selon l'endroit où on va déplacer, si vous voulez, les influx nerveux. Et bon, c'est encore une fois un petit peu un effort de par cœur, c'est pas très difficile à comprendre, mais c'est 3 nouveaux termes qu'il faut maîtriser. Je vais vous les donner tout de suite, puisqu'on les a devant nous, mais tantôt je vais les reprendre et je vais même vous montrer ça, ces définitions-là, avec des schémas du manuel, ça va devenir beaucoup plus clair. Mais pour l'instant, vous allez simplement prendre en note en me croyant sur parole et on expliquera davantage quand ce sera le temps. Quand on vous parle de neurofibres associatives ou si vous préférez des axones associatives, eh bien dans ce cas-ci, c'est des axones qui vont être situés du même côté du cerveau, dans le même hémisphère.
Donc, si je fais un petit dessin très simple, c'est simplement, mettons, j'ai le côté droit, l'hémisphère droit du cerveau, l'hémisphère gauche, mais c'est des axones ici qui vont relier les différents neurones, mais toujours, ils ne vont jamais traverser de l'autre côté ou quitter la boîte crânienne. On reste toujours du même côté. Donc, ces axones-là, comme elles relient deux neurones, exemple, vont se connecter avec un autre neurone, exemple, j'en ai un ici qui se connecte avec un autre ici, bien, on va parler de neurones, d'axones associatifs. On pourrait avoir l'équivalent de l'autre côté, dans l'autre hémisphère, mais la même chose, jamais ces axones dans la substance blanche vont quitter. Hein? On reste coincé dans la même hémisphère. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, ce que vous pouvez noter, en fait, c'est que les axones ou neurofibres associatives, c'est des axones qui restent du même côté, donc qui restent coincés dans le même hémisphère cérébral. Donc, les axones associatifs dans l'hémisphère droit restent dans l'hémisphère droit, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Bien sûr qu'elles transportent et déplacent les influx nerveux comme n'importe quel axone. C'est simplement qu'on les identifie, on les distingue parce qu'elles restent coincées dans le même hémisphère. Évidemment, donc, je ne l'ai pas dit, mais c'est implicite. Vous comprenez que si on reste du même côté, ces neurofibres associatives permettent la communication seulement d'un côté. On permet le fonctionnement d'une moitié du cerveau seulement. Donc, techniquement, c'est pas vrai, mais techniquement, si vous aviez juste des axones associatifs, les deux hémisphères du cerveau seraient incapables de parler entre eux. Ils ne pourraient pas communiquer entre eux, donc évidemment, parler au sens figuré. On pourrait juste communiquer d'un côté et les deux moitiés du cerveau fonctionneraient de façon indépendante, sans aucune interrelation. Mais évidemment, dans la vraie vie, c'est pas ça. Okay? Donc, ça nous prend une communication entre les deux hémisphères pour mieux appréhender les situations, intégrer de façon plus efficace les différentes situations. Et la prise de décision sera juste plus efficace si on est capable de communiquer entre les deux hémisphères. Et c'est là que les neurofibres commissurales ou les axones commissurales vont intervenir. Et il y a sûrement des gens qui commencent à faire des liens. Quand j'étais dans la moelle épinière, je parlais de commissure grise ou blanche. On se souvient que c'était des axones transversales qui reliaient le côté droit et gauche de la moelle. Bien, quand vous voyez le mot commissure, c'est toujours la même définition. Hein. Je suis très conscient qu'en biologie, on a beaucoup de mots, parfois complexes, mais c'est la beauté du biomédical, parce qu'à un moment donné, quand vous commencez à être familier avec les termes, on les utilise toujours dans le même contexte et ça veut toujours dire la même chose. Donc, que ce soit dans la moelle ou le cerveau, commissure, commissurale, ben, ça veut dire traverser. Donc, ici, si je vous donne une définition, les axones commissurales, c'est des axones qui vont relier les deux hémisphères du cerveau. Donc, dans ce cas-ci, on ne reste pas confiné dans le même côté du cerveau. On est capable de traverser pour déplacer, exemple, les influx nerveux du côté droit vers le côté gauche du cerveau ou vice-versa. Et si je le fais sur le dessin, mais c'est la même chose, sauf que là, exemple, dans la substance blanche, j'aurais des axones comme ça qui vont traverser de l'autre côté. Puis je pourrais, mettons, j'ai un neurone ici, puis j'ai un autre neurone de l'autre côté qui vient se connecter, faire une synapse comme ça. Je pourrais avoir l'inverse aussi, je pourrais avoir un comme ça qui vient se connecter, je peux faire les influx dans ce sens-là ou dans l'autre sens, évidemment, c'est pas un sens unique, qui vient se connecter comme ça. Donc la substance blanche au centre comme ça, évidemment, les corps cellulaires sont dans la substance grise, mais les axones ici, dans la substance blanche, porteraient le nom de commissurale parce que justement, on est capable de passer de part et d'autre, donc on traverse du côté droit vers le gauche ou vice-versa. Ça assure une communication entre les deux hémisphères. Le corps calleux, que j'ai déjà mentionné rapidement et qu'on verra un peu plus tard, entre autres dans le laboratoire de dissection, très important parce que c'est comme une grande voie. Hein? Le corps calleux, là, c'est une grande voie commissurale. C'est probablement, il peut y avoir plusieurs endroits qu'on va traverser d'un côté ou de l'autre, mais l'endroit par excellence, c'est cette espèce de matière blanche, là c'est très symbolique ce que je fais, qui va relier les deux côtés. Ça, c'est encore calleux. Mais en fait, souvent on vous dit, ou parfois dans les livres on écrit, ben, ça rattache les deux hémisphères, ça les maintient ensemble, c'est vrai. Mais en fait, le corps calleux, ce que j'aimerais que vous imaginiez quand vous allez voir ce terme-là, puis j'en reparlerai éventuellement, c'est une voie commissurale, c'est bourré, c'est la voie la plus large, la plus grosse d'axones commissurales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que c'est la voie privilégiée, c'est comme une grosse autoroute pour faire passer des axones commissurales du côté droit et gauche pour justement assurer la communication entre les deux. Deux faits intéressants, mais c'est vraiment culturel, je ne poserai jamais de questions là-dessus, c'est pour votre intérêt personnel, vous pouvez oublier après. Particularité anatomique,
On sait qu'en moyenne, chez le cerveau de la femme, le corps calleux est beaucoup plus gros que le corps calleux chez l'homme. Statistiquement parlant, ça va varier d'une personne à l'autre, mais généralement, c'est assez vrai de dire ça. Est-ce que ça amène une implication biologique? Est-ce que ça fait un fonctionnement différent? On ne sait pas. Il y a plein d'hypothèses, il n'y a rien de prouvé. Mais une chose est sûre, c'est une particularité anatomique. Donc, je le mentionne pour le plaisir, ça n'a pas vraiment d'importance. Une autre anecdote plus importante peut-être, c'est une anecdote médicale, mais ça aussi c'est pour votre culture. Là, je dépasse un peu le cadre du cours. Souvent, on parle d'épilepsie. Hein, c'est quand même une condition médicale que beaucoup de gens connaissent. Là, c'est quand même relativement fréquent. Et une définition très simpliste de l'épilepsie, c'est qu'imaginez-vous, pour X raisons, il peut y avoir différents déclencheurs. Hein, ça peut être le stress, ça peut être... il y a des exemples qui montrent de certaines infections, même changement de température, semble-t-il, dans certains cas, lumière ou couleur ou des flashs de lumière à la télévision, exemple, qui se répètent, peut déclencher une crise d'épilepsie, puis des causes vraiment inconnues parfois. Mais peu importe, l'épilepsie a une chose en commun, si je vulgarise, c'est comme une tempête électrique. C'est comme si, en même temps, les centaines de milliards de neurones décidaient de faire un paquet d'influx nerveux. D'un coup. Et là, le cerveau n'est pas capable d'interpréter et gérer ça en même temps, et c'est pour ça qu'on convulse, c'est pour ça qu'on tombe, puis on a des convulsions et tout. C'est juste comme trop d'informations électriques en même temps. Et évidemment, il y a plusieurs façons de contrôler ça. Il y a des médicaments qui vont empêcher la production d'influx nerveux, qui vont contrôler, qui peuvent interférer avec différents neurotransmetteurs, des choses qu'on a déjà vues en séquence 4. Mais une technique médicale drastique qu'on utilise en dernier recours, je ne sais pas qu'à chaque fois qu'on a une épilepsie, le médecin va prescrire ça, parce que ça amène des problèmes parfois, mais dans les cas très sévères, très graves, où la vie du patient peut être en danger ou qui fait des crises à répétition de façon très sévère, on peut prescrire de couper le corps calleux. Et je pose la question, avec ce que je viens de vous enseigner, en quoi le fait de couper le corps calleux, donc suite à une opération chirurgicale, peut faciliter, diminuer l'intensité des crises. Donc évidemment, comme je le disais tantôt, c'est un surplus de tempêtes électriques, donc trop d'influx nerveux. Mais si je coupe la voie principale de communication entre les deux, bien évidemment, je ne vais pas, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais contaminer l'autre côté. Donc j'ai peut-être une tempête électrique qui se déclenche du côté droit, mais je ne vais pas transporter et stimuler, donc transporter les influx de l'autre côté et stimuler les autres neurones de l'autre côté. Donc, je viens comme un petit peu circonscrire cette tempête électrique, cette production trop élevée d'influx nerveux. Souvent, vous me demandez qu'est-ce que ça peut amener comme conséquence. Très difficile à dire, c'est hautement variable d'une personne à l'autre. En fait, ce que vous me demandez, le fait qu'on diminue la qualité de communication entre les deux cerveaux, entre les deux hémisphères, pardon, on n'a pas deux cerveaux, vous l'avez bien compris, on a juste un, mais deux hémisphères, évidemment. Donc, parfois, chez certains patients, on ne voit rien. Il y a peut-être des lacunes, mais tellement subtiles qu'on ne les détecte pas. Puis chez d'autres personnes, ça peut se traduire par différents éléments. Ça peut être au niveau de la pensée cognitive, certaines expressions d'émotions, tout ça. Mais c'est très, très difficile de savoir ce que ça va générer. Et c'est pour ça qu'on se garde une petite gêne d'habitude. C'est vraiment comme le moyen ultime. On essaie d'autres thérapies avant ça, évidemment. OK, ça, c'est vraiment pour votre culture. Donc, si je reviens aux causes, ce qui est important, c'est de distinguer les trois types d'axones. Et donc, évidemment, il m'en reste une. Il y a les neurones de projection. Donc, la définition que je vous donne pour noter, c'est simplement des axones de la substance blanche au niveau cérébral qui va se projeter, c'est-à-dire qu'on s'éloigne. Hein? Donc, ce qu'on va montrer ici, exemple, j'ai le cerveau, ici, j'aurai le tronc cérébral et la moelle épinière. Okay? Juste pour qu'on se situe sur mon dessin. C'est toujours la même façon, vous commencez à comprendre un petit peu le symbole. Bien là, les neurofibres ou les axones de projection, oui, on est toujours dans la substance blanche, mais on va quitter le cerveau pour descendre dans la moelle épinière et on peut aller se projeter dans le reste de l'organisme. Donc, c'est les seuls axones qui peuvent quitter comme ça le cerveau. Voilà. Okay? Donc, c'est très facile. En 3 mots, tu restes du même côté, c'est associatif. Tu traverses d'un côté ou de l'autre du cerveau, c'est commissural. Tu te projettes à l'extérieur, donc tu quittes la tête, hein, la boîte crânienne, pour te projeter dans le reste du corps. Donc, on va parler d'axones de projection. Ensuite,
Pour les noyaux basaux, j'en parlerai pas beaucoup. Hein. Je vais être très modeste parce qu'on va les revoir plus tard. Donc, je vais être pas modeste, mais plutôt avare d'explications. Je sais que c'est achalant de voir un mot puis pas trop savoir. Donc, je vais quand même vous donner une petite définition générale. Mais on verra plus en détail ces éléments-là quand ça sera le temps. On va les revoir plus tard. Donc, le corps strié, c'est un des 6 noyaux basaux. Donc, c'est ces substances grises qui forment un peu comme des amas de corps cellulaire, mais au niveau central, ils sont comme un peu disséminés un peu partout dans la substance blanche. Je vais vous montrer, ça fait comme des taches, en fait. Pour le corps strié, il y a beaucoup de fonctions. Pour l'instant, on va parler de mouvements musculaires involontaires. Il fait bien d'autres choses, le corps strié. C'est beaucoup plus complexe que ce que je veux bien vous dire. Puis, il y a les autres corps striés, pas les autres corps striés, mais les autres noyaux basaux qui ont d'autres fonctions aussi. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça, puis on en reparlera plus tard. Et l'autre chose qui va être très importante, on va en parler beaucoup bientôt, en fait, c'est tout le cortex cérébral, okay, qui est quand même complexe. Et parce que toutes vos capacités cérébrales partent de là. Hein? Les substances blanches, c'est essentiellement de la conduction. C'est sûr que c'est important. Il faut informer les différentes régions du cerveau, mais ça reste un rôle de conduction. C'est vraiment le cortex cérébral qui assure les fonctions intellectuelles et tout. Donc, ce qu'on a fait en biologie, c'est que le cortex cérébral, qui est l'ensemble de votre cerveau, des 2 hémisphères, on les divise par région, ce qu'on appelle des aires. Donc, une aire cérébrale, vous pouvez voir ça un petit peu comme une région très précise de votre cerveau qui a généralement une fonction. C'est un groupe de neurones, il va y avoir des milliers de neurones qui travaillent ensemble pour accomplir une fonction. Il y a des aires motrices pour vous faire bouger. Donc, ces aires-là sont dédiées à produire des influx nerveux pour faire contracter les 600 muscles de votre corps. Mais on a aussi des aires sensitives qui sont là pour interpréter les différentes informations qu'on va percevoir. Donc, on se souvient, le système nerveux sensitif, les neurones sensitifs ou afférents, transportent des influx vers l'encéphale pour les analyser. Donc là, on est vraiment au point de vue de l'analyse. Je donne un exemple très simple. On va tous les voir, ces aires sensitives-là. J'en donne un simple qui va vous aider à concrétiser ce que je viens de dire. Les aires sensitives, exemple visuel, c'est une petite région du cerveau qui regroupe des neurones dédiés à l'analyse des signaux visuels pour interpréter ce que vous voyez. Je peux avoir une autre région du cerveau qu'on appelle une aire olfactive. C'est d'autres neurones qui, dans ce cas-ci, sera spécialisés dans l'analyse des signaux associés aux molécules chimiques associées aux odeurs. Donc, pour détecter ça sent la rose ou les fleurs ou la cannelle, peu importe. Donc, c'est comme ça qu'on va diviser votre cerveau. On a fait comme une espèce de cartographie il y a très longtemps. Hein, on a fait une espèce de... On a fait plusieurs expériences à une époque très reculée. C'était plutôt barbare un petit peu, mais on avait carrément ouvert chez une patiente volontaire la calotte crânienne. On avait enlevé le crâne, on avait placé des petites électrodes. En passant, c'est indolore. Hein. Souvent, on pense que ça fait mal, mais on n'a pas de nocicepteur nouveau. Donc, c'est indolore. Et on a placé des petites électrodes avec un petit appareil qui crée un courant électrique. Et vous savez qu'un influx nerveux, hein, c'est plus 30 millivolts. Donc, on met plus 30 millivolts et on a déplacé les électrodes dans différents endroits du cerveau. Et là, la patiente disait ça sent une toast brûlée, ça sent la rose, rit, pleure. Donc, on a fait comme une première cartographie très grossière des différentes régions du cerveau, de leurs fonctions. Et c'est là qu'on a commencé à parler d'air. Okay? Et éventuellement, évidemment, la technologie, la science avance en grand pas. Puis là, on a toute une panoplie d'imagerie médicale qui nous permet de regarder avec beaucoup plus de précision les différents éléments. Mais essentiellement, on fait la même chose. On a fait une cartographie plus poussée, mais on soumet le patient à une simulation X ou Y, puis on regarde sur l'ordinateur les images qui sont l'imagerie médicale qui fait comment je pourrais dire ça, qu'il y a certaines régions du cerveau qui allument, hein, qui changent de couleur, ce qui témoigne d'une production électrique ou non. Et c'est comme ça qu'on est capable de déterminer justement les différentes fonctions.
Des fois, on travaille à l'inverse en médecine. Il y a une personne qui a une dysfonction d'une région suite à un accident, une maladie. Bien là, on regarde les capacités qu'on a perdues. Donc là, on pouvait déduire les fonctions. Donc, c'est vraiment par ces approches-là qu'on est arrivé à déterminer qu'il y a différentes aires avec différentes fonctions, ce que je vais vous montrer bientôt. Les aires sensitives, en fait, travaillent souvent en équipe de 2. Donc, il y a les aires sensitives primaires, exemple l'aire visuelle primaire, qui fait comme une première analyse très, très grossière du stimulus, exemple la vision, ce que vous voyez. Ça pourrait être, exemple, les formes, les couleurs, mais on n'est pas capable vraiment de reconnaître l'objet. Et c'est là qu'on va avoir une deuxième sorte d'aires, si je peux m'exprimer ici, qui s'appelle les aires associatives. Pour l'instant, les aires associatives, tout ce que vous allez écrire, on les verra en détail aussi tantôt. Mais l'idée générale, c'est de comprendre que les aires associatives vont pousser davantage. On va pousser plus loin l'analyse du cerveau. Donc, c'est comme si on arrivait à poser, on va poser une intégration, une analyse beaucoup plus poussée. Si je reprends l'aire sensitive visuelle, ben, la première aire sensitive, l'aire sensitive primaire, si on pourrait dire, fait une première analyse, les formes, les couleurs, mais on n'est pas capable d'identifier l'objet. L'aire associative visuelle, elle va dire, ben, c'est une pomme, c'est une balle. Les deux, c'est des objets ronds, exemple une pomme rouge, une balle rouge. Donc, l'aire sensitive primaire va dire, bon, ben, il y a un objet rond rouge dans la main droite. Dans la main gauche, il y a un objet rond rouge. Une première analyse grossière. Ça, c'est le rôle des aires sensitives primaires. Mais les aires associatives sont importantes parce que sont les deuxièmes à intervenir dans l'analyse, même si ça c'est une fraction de seconde, elles arrivent par la suite et vont pousser davantage cette analyse-là. Et là, vous êtes capable de dire, ben, l'aire visuelle associative, ben, ça, c'est une balle et l'autre, c'est une pomme, exemple. Donc, on va pousser davantage et c'est vrai pour tous les aires sensitives. Il y a toujours comme une première aire qui fait comme une première interprétation grossière et les aires associatives qui vont pousser davantage. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est une définition très, très générale. Hein? On y va en grand, là. Mais tantôt, ce que je vais faire, c'est qu'on va les voir une par une, ces aires sensitives primaires et ces aires associatives. L'autre chose, il y a des aires associatives très spécialisées qui ne sont pas nécessairement associées à une aire sensitive primaire comme visuelle, odorat ou peu importe, mais qui sont très importantes pour intégrer et pousser la réflexion plus loin, générer des émotions, prendre des décisions complexes. Exemple, si vous faites un examen, puis je vous demande un gros problème à résoudre, exemple, ben là, il y a plusieurs aires associatives qui vont faire intervenir des différents éléments. Ça peut être des éléments émotifs, ça peut être des éléments de mémoire, des éléments cognitifs, donc capacité intellectuelle ou mathématiques ou logique, exemple. Et donc, on a des aires associatives aussi spécialisées comme ça, mais c'est la même définition. Peu importe comment on fonctionne de façon précise, c'est toujours la même logique de pousser plus loin l'analyse, de pousser plus loin la capacité cognitive ou décisionnelle. Donc ça, c'est vraiment les aires associatives. Et ça règle mes deux premiers, hein? Donc le cortex cérébral se divise vraiment en aire sensitive primaire ou en aire associative pour pousser davantage. Mais on a aussi, donc ces deux-là, on pourrait dire, plus reliés aux sensitifs ou encore aux décisions complexes. Mais on a aussi une réponse motrice qui va être importante. Donc, suite à cette analyse des aires sensitives en coopération avec les aires associatives, on finit par prendre une décision. On ne fait rien ou on émet une réponse. Hein? Si on veut simplifier, c'est toujours ça, là. Et si vous décidez de faire une réponse, bien là, on s'en va vers les aires motrices. Et les aires motrices, tout ce qu'elles font, c'est d'émettre une série de contractions musculaires pour provoquer une réponse suite à l'intégration des premières aires associatives ou sensitives. Ça, c'est difficile pour vous de comprendre parce que souvent, vous me dites « Ouais, mais une aire motrice, le cerveau peut amener bien d'autres réponses qu'une motrice. » Pas faux, mais pas tant, finalement. C'est parce que c'est juste une conception. C'est vrai que le cerveau peut déclencher d'autres influx nerveux qui vont les stimuler, des glandes, pas juste des muscles, des glandes qui vont produire certaines hormones qui amènent d'autres réponses. Je l'accorde. Mais généralement, c'est souvent une réponse motrice. Votre estomac est plein, commence la digestion, ça va impliquer des contractions musculaires au niveau moteur, au niveau des muscles de l'estomac. Donc ça, c'est facile. Vous voulez poser une question parce que mon concept n'est pas clair, vous êtes en classe avec moi, ça ne marche pas, vous levez la main. Donc, vous percevez dans votre cerveau qu'il y a quelque chose qui accroche, vous voulez une réponse, vous enclenchez des
influx nerveux à partir des aires motrices qui déclenchent des contractions au niveau de votre biceps brachial, puis vous levez la main, exemple. Parfait. Tantôt, je vous disais, ouais, mais là, un examen, ça n'a pas rapport à une réponse motrice. Vous me demandez un gros problème, puis je veux résoudre le problème. Et pourtant, moi, je dis que ça implique une réponse motrice, même si tu ne le vois pas. Je te demande un problème, puis je te demande de m'écrire 10 lignes pour m'expliquer la solution. Dans ta tête, tu vas réfléchir, tu vas analyser, tu peux aller très loin, tu peux te projeter dans l'abstrait pour essayer de comprendre des choses. Je suis d'accord, ça, c'est toutes les capacités cognitives. Mais en bout de ligne, ta réponse, ce que tu vas m'écrire, implique une réponse motrice. Tu vas contracter les muscles de tes doigts et de ta main pour me générer la bonne réponse. Et si je te demande un choix de réponse en cercle A, B, C, D, E, tu vas réfléchir peut-être pendant une demi-heure. Si la question est particulièrement difficile. Mais, en bout de ligne, tu vas encercler, mettons, B, qui, selon toi, après ta décision, ton intégration, tu penses la bonne réponse. Donc, encore là, il y a une réponse motrice. Si tu étais paralysé, tu ne pourrais pas me répondre. Par écrit, en tout cas. OK? Donc, c'est pour ça que l'aire motrice, on dit toujours, ça émet une réponse, mais ça émet des réponses dans plusieurs contextes et souvent plus complexes que ce que vous pensez au premier abord. Et c'est pas mal ça. Hein? Donc là, déjà, j'ai dit beaucoup de choses, mais ce qui est important, c'est de distinguer vraiment les différentes parties des hémisphères cérébraux, donc dans le cerveau. Substance blanche avec les 3 types d'axones, avec les définitions que j'ai données. Noyaux basaux, pour l'instant, on parle un petit peu de corps strié, mais on va reprendre ça tantôt. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que le cortex cérébral, qui est vraiment les capacités cognitives au niveau cérébral, c'est de la substance grise et on se divise en 3 types d'aires. Pour les réponses, les aires motrices, qui impliquent généralement une contraction musculaire, et les aires sensitives et les aires associatives, qui sont beaucoup plus là pour interpréter les différents stimuli, intégrer, donc analyser, prendre une décision, ce qui implique généralement les aires associatives. Et si nécessaire, on émet une réponse par les aires motrices. Okay? Donc, c'est simplement un petit résumé là, de ce que je viens de vous dire. Maintenant, très vite, parce que c'est des choses qu'on a vues, en fait, on parle des hémisphères du cerveau, donc évidemment, on les a colorés ici, les 2 moitiés du cerveau. On se souvient de la longue fissure ici, donc qui sépare les 2 hémisphères, avec le sinus sagittal là, qui est le retour veineux. Donc ça, c'est une révision. Le corps calé, on ne le voit pas, mais un peu plus profond. Donc on pourrait relier comme ça les 2 moitiés pour les axones commissurales qui traverseraient d'un côté ou de l'autre. On se souvient du cervelet à la base ici, le tronc cérébral, hein, donc qu'on voit ici avec les 3 parties. Et bien sûr, au centre comme ça, on avait le diencéphale. Donc c'est simplement une petite image là, pour réviser un petit peu. Maintenant, ici, c'est une diapo qui ne dit pas grand-chose, mais en même temps qui est importante, mais même si ça ne génère pas vraiment de questions d'examen ou de concept, c'est des choses qui vont de soi, mais il faut quand même comprendre un petit peu ce qui est écrit ici. On vous dit que les hémisphères cérébraux, donc le cerveau, plusieurs caractéristiques. Okay, le point 1, j'y reviendrai. Je commence par le point 2 et 3, puis je reviens après. Bon, on vous dit qu'il est innervé. Ça veut simplement dire que des axones hein, qui sont présents. Donc, le cerveau reçoit évidemment des informations sensitives, peut émettre des informations motrices. Donc, évidemment, c'est pas très... Ça va de soi. Il n'y a pas grand-chose de très nouveau ici. La décussation, on en a déjà parlé, souvenez-vous, hein, dans la séquence 5, partie 2, on parlait du changement de voie, de côté. Je montrais qu'en étudiant les faisceaux et les tractus, souvent on va changer de côté, soit dans le bulbe rachidien ou au niveau de la moelle épinière, selon le faisceau ou le tractus qui est impliqué. Ce qui fait en sorte que, que ce soit d'un point de vue sensitif ou moteur, c'est toujours le côté opposé du cerveau qui interprète ou qui émet une réponse motrice. Donc, ce que vous percevez en termes de toucher, douleur, température, exemple de la main gauche, ben, c'est les aires sensitives du côté droit, hémisphère droit du cerveau, qui vont interpréter. Puis, si vous décidez de lever la main droite, c'est votre aire motrice gauche qui génère. Donc, il y a toujours comme un croisement, changement de côté comme ça. Mais ça, c'est plus une révision. Vous le saviez déjà. En théorie, en tout cas, on était censé se souvenir de ça. Donc, c'est plus un rappel. Le point 3, je vais en reparler. J'ai une diapo un peu plus tard pour pousser ça un peu plus, là, pour le fun. Mais, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, hein, souvent, je dis que l'être humain est bilatéral. Là. Ça veut dire qu'on est symétriquement... il y a une dualité symétrique. Là. Exemple, la main droite est identique ou à peu près à la gauche, pied droit, pied gauche. On est tout en double. Poumon droit, poumon gauche. C'est sûr qu'il y a des organes comme le cœur qui sont uniques, mais généralement, on est fait en double comme ça. Donc, quand je te parle des hémisphères du cerveau droit et gauche, ton premier réflexe, ben, c'est de te dire, ben, un peu comme la main droite qui a la même fonction que la main gauche, c'est la même affaire. Okay? Pour prendre des objets, des choses comme ça. Ben, étonnamment, contrairement aux autres organes, cette dualité-là est un peu différente. Alors, si ton réflexe était penser que le côté droit faisait exactement la même chose que le côté gauche, c'est faux.
Chaque hémisphère cérébral est comme spécialisé dans différentes fonctions. Donc, c'est vrai qu'il y a des points communs. On a des aires cérébrales qui font à peu près la même chose. Donc, l'aire visuelle droite, l'aire visuelle gauche, évidemment, ont à peu près la même fonction, là, pour voir et tout. Mais certains hémisphères du cerveau, que ce soit le droit-gauche, ont parfois des aires, des régions spécialisées qu'on ne retrouve pas nécessairement de l'autre côté, donc on n'a pas tous en double. Et malgré tout ça, malgré le fait qu'on a des aires des fois qui sont dédoublées droite et gauche, elles ne font pas exactement la même chose. Et on va se rendre compte que dans certaines situations particulières, on va utiliser plus notre côté gauche du cerveau, puis dans d'autres situations, on va utiliser un peu plus le côté droit. Parce que justement, le côté droit est meilleur dans certaines tâches, puis le côté gauche est meilleur dans certaines tâches. Et la question en suspens, c'est justement, quelles sont ces tâches? J'y reviendrai quand ça sera le temps. Pour l'instant, c'est un peu plate, là, je laisse planer le suspense. Vous allez devoir vous montrer de patience. Vous allez voir, d'ici vers la fin de la capsule, je vais revenir avec ce concept-là. Donc, je vais vous montrer la différence de spécialité. Mais pour l'instant, on veut juste vous faire comprendre que les hémisphères cérébraux droit et gauche ne font pas tout à fait la même chose. Il y a des petites différences fonctionnelles qu'il faudra connaître éventuellement. Et le point 1 est à la fois évident et complexe. Et je voulais au moins prendre 2 secondes dans la capsule pour vous dire ça. OK? C'est très difficile d'associer une fonction précise à une région du cortex cérébral. Et ça va de soi, mais c'est difficile pour vous autres de comprendre ça parce que vous êtes des bons étudiants. Vous travaillez très fort, vous lisez le livre, vous m'écoutez. Et la façon que je vais vous enseigner, vous allez avoir l'impression qu'on a tout compris et que telle région du cerveau fait telle chose. Alors que c'est tout à fait faux. Il n'y a personne sur Terre à l'heure actuelle qui peut se vanter de comprendre exactement chaque aire et qu'est-ce qu'on fait de façon précise. Il y a des aires qui semblent impliquer, exemple, les aires visuelles associées à la vision, puis ça ne fonctionne pas, on devient aveugle. Donc ça, c'est assez clair. Mais même là, il y a peut-être d'autres fonctions qu'on ne sait pas. Et ce qu'on sait maintenant, à l'heure actuelle, c'est que même si on a associé certaines aires à une fonction, on se rend bien compte que parfois, ces mêmes régions-là sont impliquées dans des situations puis dans des fonctions biologiques complètement différentes de leur première fonction qu'on a découvert. Et c'est pas aussi simple ce qu'on veut. Et ça, c'est un problème qu'on a souvent en biologie, en médecine et tout ça. On veut toujours, le scientifique en général essaie de simplifier puis de comprendre les choses. Puis quand j'étais dans le milieu de la recherche, c'était la même chose. Notre premier réflexe, c'est de prendre des trucs complexes, d'essayer de simplifier ça pour comprendre. On apprend ça comme ça, c'est la nature humaine. Mais généralement, on est très loin de la réalité, et ça, c'est vraiment un bon exemple. C'est que dans le fond, je vous dis que telle aire du cerveau fait telle chose, c'est ce que je vous demande pour l'examen, puis c'est ce que vous allez étudier, c'est correct, c'est ça le cours. Mais dans la vraie vie, c'est pas aussi simple. Dans la vraie vie, je vous dirais une situation X, et il y a peut-être 4, 5, 10 aires différentes qui vont être impliquées dans cette région-là. Un jour, je vais vous dire que pour telle région, on fait telle émotion. Parfait, vous allez apprendre ça, mais je peux vous dire qu'il y a peut-être 5, 6 autres régions qui contribuent à. En psycho, dans mon cours, je le mentionnerai peut-être rapidement, vous allez peut-être apprendre une structure qui s'appelle l'hippocampe. Des fois, en psychologie, si vous suivez les cours de psycho dans votre deck, vous allez en faire éventuellement, peut-être qu'il en parle déjà. L'hippocampe est associé à la mémoire, c'est connu depuis longtemps. Mais moi, je peux vous dire que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a un paquet d'informations. Je pourrais vous dire, puis là, il y a plein de gens qui me diraient, mais t'es fou de dire ça, que les aires visuelles sont impliquées dans la mémoire. Ben, pas directement, mais indirectement, vous voyez un objet, ça vous rappelle un élément. Donc, c'est ça, il y a quand on va discuter, comment je vous dirais, il y a une communication entre les aires visuelles et les différentes régions de la mémoire. Donc, tout ça, là, tout fonctionne. Vous dormez le soir, vous pensez que tous vos aires sont à zéro, et pourtant, vous le savez, on peut rêver et tout, mais il y a plein de régions du cerveau qui continuent d'être actifs et qui communiquent ensemble. Alors bref, je ferme la parenthèse, mais c'est jamais aussi simple que ce qu'on vous demande d'étudier pour l'examen. Et en fait, on réalise qu'il y a beaucoup plus d'interaction avec les différentes fonctions. Je vous donne un petit exemple pour terminer ça. Le thalamus, je vous ai appris que ça distribuait les informations un petit peu partout. On en reparlera de façon officielle. Donc, c'est sa première fonction. C'est un relais sensitif. Tous les influx sensitifs, ou à peu près, passent par là, puis on les redistribue. La fonction principale. Mais on sait que le thalamus est impliqué dans des fonctions de mémoire, justement, ce qu'on ne vous enseigne pas nécessairement. Le toucher grossier.
Puis on pense même dans certaines émotions, parce que des gens qui ont des lésions dans le thalamus semblent avoir une expression de certaines émotions différentes d'avant la lésion, mettons. Donc, on parle déjà d'une composante mémorielle, émotive, sensation de toucher, redistribution des influx sensitifs. Puis, certaines personnes pensent aussi qu'il y a un lien dans l'aspect cognitif. Donc, voilà, hein, c'est déjà, je vous apprends une fonction sur le thalamus, puis il y en a au moins déjà 5 différentes. Et je pourrais vous dire ça pour à peu près tout ce que je vais vous enseigner. Donc, c'est sûr qu'il faut garder ça avec un petit grain de sel. Il faut faire attention. Maintenant, les 5 lobes, je passe très très vite, on les a vus déjà, donc je vous les ai montrés sur le schéma. Les lobes, en fait, ici, c'est une nouvelle vision, c'est une vue du dessus, donc moi j'avais utilisé d'autres images. On voit 3 des 5 lobes, donc ici je suis en avant, c'est-à-dire que ça c'est le lobe frontal, en arrière occipital, et ici tout simplement, entre les deux, j'ai le pariétal. On ne voit pas les temporales parce que c'est une vue sur le dessus. Les temporales seraient juste un petit peu en dessous ces côtés ici. Okay? Donc ça, c'est comme les 4 lobes qu'on avait vus. Et je vous avais dit que les lobes insulaires n'étaient pas visibles. Je vais vous les montrer au moins une fois dans votre vie. Donc ici, on a passé un IRM à un patient. Et donc, évidemment, ici, c'est une vue de côté. On reconnaît le nez ici, les yeux, exemple, qui sont à peu près ici. Donc, évidemment, si la personne regarde dans ce sens-là, ici, c'est le devant, donc le frontal. Vers l'arrière, j'ai, en fait, l'arrière complètement, j'ai l'occipital ici. Et entre l'occipital ici et le frontal, j'ai le pariétal qui coince entre les deux. J'aurai le temporal ici. Là, on ne le voit pas, là, mais on l'imagine qu'il serait par-dessus ici. Maintenant, si on regarde de face, j'ai toujours les frontaux. C'est comme la personne qui vous regarde. Et ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est les insulaires, le 5e lobe qu'on ne peut jamais voir. Je vous avais dit tantôt, en début de capsule, qu'ils sont comme enfouis à l'intérieur du cerveau. Donc, c'est vraiment ça. Ils sont comme en plein cœur du cerveau. C'est pour ça qu'on les appelle les insulaires. Mais techniquement, sur une image 2D d'un manuel, je ne peux pas vous demander de les identifier. Ça me prend une IRM comme ça pour voir au centre du cerveau. Donc, je voulais juste vous montrer au moins une fois pour quelles raisons, en fait, on ne pouvait pas les identifier sur le schéma. Ils sont vraiment en plein cœur du cerveau. Et là, il faut faire très attention ici, parce qu'il y a une confusion des fois entre les lobes, les aires et les fonctions. Donc, je vais essayer de faire ça le plus clair possible, mais je suis très conscient que des fois, c'est un peu mélangeant tout ça. Je vais vous permettre une analogie très simpliste là, entre un pays et des provinces. Okay? Les lobes, c'est des grandes régions. Okay? C'est comme les provinces. Le pays, mettons le Canada, ça serait le cerveau, puis les provinces, ça serait des lobes. Dans le cas du cerveau, il y a 5 provinces, donc 5 grandes régions, frontale, pariétale, temporale, occipitale et insulaire. On a donc divisé en 5 parties votre cerveau, c'est des grandes régions. Maintenant, à l'intérieur de ces grandes régions, de ces grandes provinces, on a des sous-régions, si vous voulez, qui sont spécialisées, un peu comme des villes. Donc, je prends le Québec, qui est une des régions. Bien, il y a différentes villes. Okay, donc, Montréal, Trois-Rivières, Joliette. Chaque ville a sa spécialisation. Donc ça serait les aires. En d'autres mots, le cerveau, c'est la grande entité. Je la divise en 5 parties que j'appelle des lobes. Et dans chaque lobe, j'ai plusieurs aires qui sont spécialisées. Et pourquoi j'insiste autant? C'est parce que quand on lit votre livre, on vous dit les fonctions du lobe, ça amène une confusion. Dans votre tête, vous apprenez les fonctions biologique du lobe frontal. Mais ce n'est pas le lobe frontal qui a une fonction, c'est les aires qu'on va retrouver dans le lobe frontal. Les aires qui sont un groupement de neurones qui sont spécialisés. En fait, le lobe frontal n'existe pas pour moi. J'exagère un peu, mais il n'existe pas. Ce n'est pas une structure que je peux prendre dans mes mains. C'est une frontière que les biologistes, les médecins sont entendus pour dire, le lobe frontal, ça va être ce qui est couvert par l'os frontal au niveau du crâne. Occipital, ça va être la région en bas, en arrière. C'est donc des frontières qui nous permettent de délimiter. Mais en fait, c'est les aires qui ont des fonctions. Et l'exemple que je vous donne ici, on vous le dit bien dans l'encadré, chaque lobe est subdivisé en aires fonctionnelles. Et pour vous donner un exemple, le lobe temporal contient les aires auditives et les aires olfactives. OK. Donc, quand vous venez lire le lobe temporal sert à quoi? On va vous dire, le lobe temporal est très important
Pour l'audition, pour la détection d'odeur, c'est sûr, parce qu'à l'intérieur, j'ai des aires spécialisées, les aires auditives et les aires olfactives. Celui qui analyse l'odorat, celui qui analyse les sons, sont intégrés dans le temporal. Donc, comme elles font partie du lobe temporal, bon, on vous dit que le lobe temporal est impliqué dans ces fonctions-là. Donc, en fait, les fonctions, une autre façon de dire, les fonctions des différents lobes sont associées aux aires qu'elles vont contenir. Et ici, on vous présente en gros, en général, les fonctions des différents lobes, mais ce que je vais faire par la suite, c'est de détailler avec beaucoup plus de précision la fonction des différentes aires. Vous devez savoir les deux. Donc, je vous donne un exemple très, très simple. Le lobe occipital, il va être impliqué essentiellement dans la perception, l'analyse, donc l'intégration de l'analyse, perception de ce que vous voyez, stimuli visuels. Tantôt, je vais vous parler des aires visuelles qui font exactement la même chose. C'est parce qu'en fait, les aires visuelles sont situées dans le lobe occipital. Puis là, il y a des gens, mes étudiants, qui vont se demander « Ouais, mais pourquoi on n'apprend pas juste les aires? » Parce que dans le fond, moi qui est biologiste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier. Biologiste, pour moi, c'est pas tant le lobe qui m'intéresse, c'est vraiment les aires, le fonctionnement du cerveau. Donc voilà. Puis je suis d'accord avec vous autres. Mais quand vous allez travailler dans le domaine médical et que vous allez avoir des accidentés de la route, des cancers du cerveau, des hémorragies cérébrales, AVC, peu importe, c'est important d'avoir une petite idée de comment les grandes régions fonctionnent. Et exemple, si vous avez un accident quelconque ou une maladie quelconque qui fait que il y a des lésions dans le lobe temporal, vous voyez ça au dossier de votre patient, lésion au niveau du lobe temporal qui a été détectée suite à un IRM, je ne sais pas quoi. Bien, déjà, si tu te souviens un petit peu qu'est-ce que ça fait, tu ne sais pas exactement ça va être quoi les lésions, mais tu t'attends déjà peut-être qu'il va y avoir des problèmes d'audition, des problèmes olfactifs. Peut-être que quand tu vas parler, il va y avoir de la misère à te comprendre. Puis peut-être rien de ça. Puis peut-être les trois, peut-être juste un. Mais tu t'attends à ça. Tu t'attends à ça parce que tu sais que ce lobe-là est impliqué dans ces différentes fonctions. Et évidemment, il y a des aires à l'intérieur du temporal qui contrôlent l'ensemble de ces fonctions-là. Okay? Donc, c'est pour ça que je vous demande de façon générale de retenir, peut-être pas tout le tableau, mais ce que moi je vais focusser. Ce que moi je juge le plus important. Okay? Donc, si je vous dis frontal, le lobe frontal, vous devez être capable de me dire les fonctions que je vais mentionner. Okay? Donc, frontal, extrêmement important, et souvent vous le savez. Hein, vous le savez parce qu'on entend parler souvent de ça dans le monde, dans la société courante. On dit « Ah oui, frontal, c'est le siège de l'intelligence, la logique. » En fait, l'intelligence est pas mal plus compliquée que ça. C'est pas juste le lobe frontal. Mais c'est quand même assez vrai de dire que beaucoup des fonctions intellectuelles, on dit d'ordre supérieur, là, ouais. Moi, je parle plus du... c'est correct, là, mais tu sais, prise de décision, planification, concentration, tout ce qui est très cartésien, là, logique, on pourrait rajouter ça, que ce soit clair, logique, organisé, c'est correct, mathématiques, scientifique. Donc, quand on parle vraiment de résoudre un problème mathématique, de prendre une décision complexe qui implique vraiment un aspect intellectuel, c'est le frontal qui travaille très, très fort, en collaboration avec d'autres régions, mais c'est clair que c'est lui qui fait l'essentiel du travail. La capacité de concentration aussi. Donc, ça, c'est une chose. Okay? Donc, des lésions dans le frontal, on parle des fois, c'est fonctions intellectuelles complexes. Et ce qu'on oublie tout le temps, ça, je veux vraiment que vous le gardiez en tête, il y a aussi... On vient aussi teinter la personnalité. Donc, il y a certains aspects de la personnalité qu'on verra tantôt, je vais vous expliquer ça aussi, qui est contrôlé par le frontal. Tout la différence du bien et du mal, le jugement moral et des choses comme ça, le fait que vous êtes capable d'appréhender les problèmes de la vie courante avec maîtrise émotionnelle, exemple, ben, c'est contrôlé par le frontal aussi. Donc, ça va moduler votre personnalité. Donc, c'est pas juste intellectuel, il y a une partie de votre personnalité, une partie émotionnelle aussi qui est contrôlée par le frontal. Donc, une lésion dans le frontal peut empêcher ça. Et je vous promets que si vous allez voir ça là, dans votre vie, c'est sûr, pas juste un accidenté de la route. Si vous travaillez en gériatrie avec les personnes âgées, vous avez des grands-mères et tout ça, vous allez voir qu'à un moment donné, à partir d'un certain âge, il y a des gens qui peuvent avoir, en fait, en vieillissant, il y a toujours des neurones au cerveau qui vont se détruire, c'est normal, c'est malheureux, mais c'est ça. Puis peut-être un patient de 85, 88 ans, bien, si les neurones
de la région auditive sont détruites, ben, il va perdre l'ouïe, là, ça c'est correct. Mais si c'est dans la région frontale, on peut noter chez ces gens-là, on appelle ça parfois la démence sénile, là, des changements de comportement incroyables, personne agressive, qui vous lance son cabaret, qui vous dit des bêtises. Donc, changement de personnalité, vous demandez de faire 2 plus 2 et plus capable de le faire. Donc, perte de faculté intellectuelle. Et c'est dégénératif, puisqu'il y a des neurones dans cette région-là qui vont mourir. Donc, je sais très bien que quand vous allez être sur le plancher, pas toujours évident de dealer avec des patients comme ça, mais souvenez-vous, c'est pas de sa faute si le frontal, justement, ne fonctionne plus correctement comme à votre âge présentement. Ben oui, c'est normal. On parle de nos fonctions intellectuelles et tout. Donc, je suis pas inquiet, vous allez vous en souvenir facilement, parce que c'est quand même assez fréquent. Hein. Si vous ne travaillez pas en gériatrie, ben, vous allez avoir des gens dans votre vie qui vont vivre ça. Donc, c'est assez simple à retenir ici. Donc, ça, c'est les 2 éléments que vous devez retenir pour le frontal. Pour le reste, c'est moins grave pour moi. Pariétal, c'est un très grand aussi, un très grand lobe. Hein. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'air impliqué là-dedans. Ce qui est important, compréhension de la parole. Donc, quand je vous donne un cours, exemple, sous forme de capsule ou en classe, bien, vous essayez de décoder ce que je dis. On verra le nom des aires tantôt, mais présentement, c'est une aire qui est présente dans la région pariétale. Donc ça, évidemment, c'est important. Si vous avez une lésion exactement dans cette région-là, ben, je parlerai, puis je ne serai pas capable de décoder ce que je dis. La traduction de la pensée en mots, ou d'une émotion en mots. Mais je vous donne une pensée, exemple, je vous dis pomme. Ben, il y a une image qui apparaît dans votre tête. Qu'est-ce que tu penses de tel politicien? Il y a une formulation de la pensée qui va se faire. Donc, le pariétal contribue à ça. Et interprétation sensorielle texturée et femmes, toucher. En fait, c'est l'aire somesthésique qui se retrouve là. Toucher, douleur, température. Donc, on va résumer ça, là. Moi, je trouve que c'est pas clair ici, là, ou c'est correct, mais ça ne dit pas grand-chose, mais le toucher. Dans les faisceaux tractus, je parlais de toucher, douleur, température. Donc, tous ces stimuli-là sont interprétés dans les aires somesthésiques qui se retrouvent dans le pariétal. Okay? Donc, toucher, douleur, température, comprendre la parole, pariétal qui s'occupe de ça. Ça, c'est les plus importants. Temporel, 2 mots-clés, ce que tu entends, ce que tu sens. Okay? Donc, ça, c'est la première chose. Compréhension du langage aussi. Donc, le langage, là, vous me dites, ouais, mais c'est pas comme la parole. Oui, mais la parole, c'est une production de son. Hein? Le langage, ça peut être aussi le langage écrit. Donc, c'est plus large, en fait. Occipital, une seule chose, visuelle, la vision. Donc, on a vraiment détaillé, mais ça veut tout dire la même affaire. Hein? C'est pour regarder, donc pas besoin de savoir tout ça. Donc, tout ce qui est associé au visuel, ça va. L'insulaire, généralement, c'est associé au sens des goûts. Donc, tout ce que vous goûtez va être interprété là. Et il y a plusieurs structures impliquées dans la mémoire qui se retrouvent aussi dans le lobe insulaire. Donc, une lésion ici de l'insulaire, ben, ça peut amener une perte de mémoire. Et ce qui est intéressant, des fois, on se rend compte que ces régions-là n'ont pas vraiment de lien. Hein? Les goûts puis la mémoire, c'est 2 choses différentes. Et ça, c'est le fun pour l'étudiant qui se souvient du cours de bio puis qui travaille, parce que si tu te dis, je regarde au dossier médical ou je parle avec mon patient, puis là, je vois qu'il parle la mémoire de façon notable, puis qu'il n'arrive pas à goûter, puis ses repas que le préposé amène, puis il ne goûte pas, là, ça a l'air 2 éléments, 2 problèmes différents. Vous allez vite vous rendre compte que bien souvent, en biologie médicale, même si les symptômes ou les signes cliniques semblent tellement différents, des fois, sont reliés. C'est juste qu'on ne fait pas le lien. Et ça, c'est un bon exemple. S'il y a des lésions majeures au niveau pour X raison, au niveau du lobe insulaire, bien, la personne a de la difficulté à détecter les goûts par la mémoire. 2 éléments complètement différents, mais finalement, tu te rends compte, ben, c'est parce que c'est une lésion qui explique ça. C'est une partie du cerveau, le lobe insulaire, qui ne fonctionne pas. Donc, on arrive à faire un lien comme ça.